RCF. Hier, aux élections européennes, La République En Marche est arrivée en tête dans 4 des 5 départements de la région Pays de la Loire. Et la participation est en forte hausse par rapport au dernier scrutin européen. Pour analyser les résultats, je reçois Guillaume Bernard, politologue chargé de cours à l'ICES, Institut catholique de Vendée. Bonjour. Bonjour. Alors Nathalie Loiseau et cette liste Renaissance est en tête dans tous les départements de la région, sauf en Sarthe. La Sarthe où le Front National était arrivé en tête en 2014. Est-ce qu'on peut dire que le Rassemblement National est plus ancré dans ce département de la Sarthe qu'ailleurs dans la région ? Oui, sans doute. Le fait que ce soit un département qui était peut-être plus populaire et plus ouvrier que les autres explique sans doute ce résultat. Ce qui est quand même significatif par rapport, je dirais, au reste de la situation en France, c'est que le Front National est arrivé, enfin le Rassemblement National, est arrivé en tête pratiquement partout en France, sauf dans l'ouest de la France où c'est effectivement LREM qui est arrivé en tête. Donc c'est une situation assez intéressante. Voilà, donc hier les listes LREM qui ont résisté dans les 4 autres départements, mieux qu'au niveau national. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure implantation, un meilleur ancrage du parti de la majorité présidentielle donc dans ces autres départements ? Je crois que c'est à la fois le fait que c'est un parti politique qui est neuf finalement puisqu'il est né avec Emmanuel Macron. Donc c'est une implantation plus que, je dirais, une confirmation. C'est une implantation de ce parti et c'est sans doute le résultat de ce que l'ouest de la France a été très longtemps, je dirais, colonisé par la démocratie chrétienne qui a été très dominante, je dirais, pendant de longues années, qui avait conduit au basculement de l'ouest de la France du côté gauche de l'électorat à partir des municipales de 1977 et qui du coup s'est donné plus à LREM qu'au Front National pour l'instant en tout cas. Alors cette liste LREM qui envoie 2 élus de la région au Parlement européen, donc Catherine Chabot, la navigatrice d'Angers, et puis une Mayennaise, Valérie Ayer, qui est vice-présidente du conseil départemental de la Mayenne. Alors on note aussi évidemment dans la région la poussée des écologistes qui arrivent 2e ou 3e selon les départements. Les Ligériens ils ont pris conscience de l'urgence climatique et les messages qui sont souvent redit. On peut dire qu'avec ces résultats, il y a eu cette prise de conscience ? Je crois plutôt, pour ma part, que les résultats des Verts, c'est quelque chose qui est peut-être plus classique aux élections européennes et aux élections régionales, qui sont 2 élections au scrutin proportionnel et qui font qu'en règle générale, ce parti politique-là émerge à l'occasion de ces élections. Il est possible qu'évidemment il y ait les enjeux idéologiques et climatiques qui aient conduit à cette émergence. Il y a aussi le fait qu'une partie de l'électorat de gauche a préféré voter pour un parti politique qui a un discours peut-être plus clair que d'autres partis politiques. De manière générale, de quoi s'aperçoit-on ? Ce sont des listes qui ont été ambiguës du point de vue idéologique, LR, ou du point de vue stratégique, DLF, qui, je dirais, ont pris le bouillon, tandis que ce sont les listes qui avaient un discours peut-être plus cohérent, LREM, les écologistes ou le Front National, qui, ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, je dirais que le bon résultat des Verts, c'est classique aux élections européennes, aux élections régionales et d'une certaine manière, le fait que l'électorat de gauche a préféré un discours plus clair qu'un discours plus ambigu présenté par d'autres listes. Alors vous avez parlé des Républicains, avec François-Xavier Bellamy qui arrive partout en 4e position devant Raphaël Glucksmann du PS et Manon Aubry, la France Insoumise. Justement, quels enseignements doivent tirer ces partis historiques que sont le PS et les Républicains ? Écoutez, Emmanuel Macron, à la présidentielle de 2017, avait quasiment liquidé le Parti socialiste. Il est en train de glisser vers sa disparition. Macron a réussi, lors des européennes de 2019, à faire à peu près la même chose avec LR. C'est-à-dire que l'électorat traditionnel de la droite conservatrice est resté pour LR, tandis que l'électorat libéral de LR a définitivement, dès le premier tour, si j'ose dire, mais pour les européennes, il n'y a qu'un tour, basculé vers Emmanuel Macron. Donc ce sont tous les anciens partis politiques, tous ceux qui ont été au pouvoir, le PS, LR, mais anciennement UMP, anciennement RPR,
qui sont en train de disparaître. C'était le cas du Parti communiste 10 ans auparavant. Donc on a une recomposition du paysage politique qui fait que ce sont des nouvelles forces politiques les plus récentes qui, dans le fond, sont en train de s'imposer et de s'implanter sur le territoire. Le macronisme, le libéralisme, le souverainisme, le populisme, le Front National, et puis effectivement les Verts, l'écologie. Donc c'est les anciennes forces politiques qui sont en train de disparaître et le paysage politique est en train de se recomposer. Justement, vous pensez qu'elles vont disparaître ou elles peuvent encore se ressaisir ? Alors, vous faites très bien d'évoquer la chose. Il est certain que la force de ces anciens partis politiques, c'est qu'ils ont un tissu locaux d'élus que n'ont pas les forces politiques qui sont en train d'émerger. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est vrai que le Front National ont peu d'élus locaux et que par conséquent, la force de ces anciennes forces politiques, c'est qu'elles ont encore une implantation, un tissu social d'élus pourrait leur permettre incontestablement de se maintenir en vie et peut-être même de faire de bons résultats aux prochaines élections municipales, départementales et régionales. Mais c'est quand même certain qu'il y a quand même, je dirais, une pente vers la disparition du Parti socialiste. C'est assez clair. Et de manière plus générale de la gauche, si on additionne tous les scores des différentes listes, c'est aux environs de 25%. Qui est quand même extrêmement bas, étant donné que c'est un score que le Parti communiste, je vous le rappelle, dans les années 70, faisait à lui tout seul. 25%, c'était le score du Parti communiste à lui tout seul. Donc on va quand même vraiment vers une disparition des forces politiques de gauche, un glissement du libéralisme de la droite vers la gauche avec cette alliance centriste, libérale, qui est le LREM, et puis, je dirais, le transvasement d'une certaine manière de l'électorat de droite vers le Front National. Donc oui, pour LR, pour le PS, il y a une situation qui évidemment est dramatique pour eux parce que ils n'arrivent plus véritablement à trouver leur positionnement sur l'échiquier politique. Alors justement, comment ces élus locaux vont-ils devoir préparer, selon vous, les municipales de 2020 puisque vous l'avez évoqué, par exemple, LREM n'avait aucun candidat en 2014 puisque le parti n'existait pas. Donc, comment préparer tout ça ? Alors, pour les nouvelles forces politiques, c'est sans doute le fait de s'afficher, je dirais, avec un positionnement qui leur permet d'avoir des résultats conséquents. Pour les anciennes forces politiques, il est certain que une manière, je dirais, d'exister, c'est sans doute de s'asseoir, de se renforcer grâce, je dirais, aux actions qui ont été concrètement menées par ces élus et peut-être plus de jouer sur le localisme, sur la notoriété locale, sur le charisme personnel que sur leur étiquette politique nationale. Donc il est fort probable que l'on ait, pour un certain nombre d'élus appartenant à un parti politique, peut-être une tendance dans le fond à essayer de se représenter aux élections locales, mais sans étiquette ou avec une étiquette divers droite ou divers gauche, qui leur permettrait, je dirais, d'asseoir leur notoriété sur leur notoriété personnelle plus que sur leur appartenance partisane. Très bien. Et donc, on va terminer avec la participation qui est partout en hausse, alors que les sondages prédisaient le contraire. Comment expliquer justement cette mobilisation plus importante que prévu ? Ah oui, alors ça, c'est un élément extrêmement important. On avait a priori un record d'abstention et il y a 8 points de participation de plus qu'en 2014. Là, c'est très clair. La crise politique que nous avons connue avec notamment les Gilets jaunes, les enjeux nationaux et européens, c'est-à-dire l'orientation que doit prendre la France vis-à-vis, je dirais, de la construction européenne, ont fait que, ceux qui se sont, sentis concernés véritablement par cela, se sont mobilisés. On remarquera que c'est vrai dans l'Ouest, mais c'est vrai dans la France tout entière. Dans le fond, finalement, les catégories populaires dont on pouvait penser qu'elles se désintéressaient du débat européen, finalement se sont mobilisées. Donc ça, c'est un signe quand même assez intéressant de ce que finalement le référendum, d'une certaine manière, que Emmanuel Macron avait voulu imposer, le duel qu'il avait voulu d'une certaine manière établir avec le Rassemblement national, les Français y ont répondu
c'est le signe, dans le fond, que on était véritablement là avec ce qu'aux États-Unis on appellerait une élection de mi-mandat. C'est-à-dire le fait que la légitimité d'un parti politique, la légitimité d'un élu, elle ne se mesure pas simplement à son élection sur le moment, sa légitimité d'origine, mais aussi à sa légitimité d'exercice, c'est-à-dire sa manière d'exercer le pouvoir au cours de son mandat. Ça veut dire que nos hommes politiques sont véritablement sous les fourches codines des électeurs et que les Français prennent leur destin en main. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez satisfaisant et de très encourageant pour l'avenir. Guillaume Bernard, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous donc pour analyser tous ces résultats. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir.